Alors, quel est le point commun entre les bâtisseurs des pyramides, les athlètes olympiques grecs et les chasseurs de vampires? Eh bien, c'est un simple bulbe, un ingrédient qu'on a toutes et tous dans notre cuisine, l'ail. Mais derrière ce goût si familier se cache une histoire millénaire et une science absolument fascinante. Aujourd'hui, on part à la découverte du véritable pouvoir de l'ail. La thériaque des paysans. Cette phrase vient de Galien, un des plus grands médecins de l'Antiquité. Il faut savoir que la thériaque, c'est un peu le remède miracle de l'époque. Une préparation hyper complexe, hyper chère, considérée comme un antidote quasi universel. Alors, quand Galien compare l'ail à ça, il ne mâche pas ses mots. Il dit tout simplement que l'ail, c'est le remède miracle, mais pour le peuple. La panacée accessible à tous. Le parcours de l'ail à travers l'histoire est juste incroyable. Tout commence il y a plus de 5000 ans en Asie centrale. De là, il va conquérir le monde. En Égypte, c'était le carburant pour donner force et endurance aux ouvriers des pyramides. En Grèce, les athlètes olympiques en mangeaient pour booster leur performance. À Rome, les légionnaires et les gladiateurs en recevaient pour le courage. Et ça continue jusqu'au Moyen Âge, où on l'utilisait comme un talisman pour se protéger de tout, y compris des sorcières et de la peste. Le fil rouge de toute cette histoire, l'ail a toujours été vu comme une source de force et de protection. Voilà le programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord explorer son côté légendaire. Ensuite, on plongera dans sa chimie interne pour comprendre comment il fonctionne. Après, on verra ce que la science moderne a confirmé sur ses bienfaits pour la santé. Et on terminera avec quelques conseils pratiques pour bien l'utiliser. Allez, c'est parti! On commence avec les histoires et les mythes qui ont bâti la réputation hors norme de l'ail. Quand on dit ail et folklore, l'image qui vient tout de suite en tête, c'est bien sûr celle des vampires. Cette idée, née en Europe de l'Est, a fait le tour du monde. Mais ce n'était pas tout. On pensait aussi qu'il protégeait les marins des naufrages, ou même qu'il pouvait renforcer l'acier des épées. C'était un véritable talisman multi-usage. Mais la question, c'est, est-ce que tout ça sort de nulle part? Bon, laissons les légendes de côté un instant et passons à la science. C'est le moment de voir ce qui se cache vraiment sous la peau de cette gousse. C'est vraiment la question centrale. Est-ce que cette réputation millénaire, c'est juste de la superstition, une sorte de folklore qui sent fort, ou est-ce qu'il y a une solide explication chimique derrière tout ça? Pour comprendre, il faut rencontrer les deux acteurs principaux de cette histoire chimique. Le premier, c'est la ligne. Imaginez un ingrédient endormi. Tant que la gousse est intacte, il est là, sagement dans son coin. Il est stable, inodore, totalement inactif. C'est la matière première. Et face à lui, il y a le deuxième acteur, la lyanase. Ça, c'est une enzyme, le déclencheur. Et c'est là que la nature est géniale. À l'intérieur de la cellule d'ail, ces deux-là sont physiquement séparés. Ils sont stockés dans des petites pièces différentes et ne se rencontrent jamais. Et le mécanisme, c'est un peu comme celui d'un bâton lumineux, vous savez, ce qu'on craque pour qu'il s'allume. Quand la gousse est entière, rien ne se passe. Les deux composants sont séparés. Mais dès qu'on coupe, qu'on hache, qu'on écrase l'ail, on brise les petites cloisons à l'intérieur. Et là, l'aline et l'alynase entrent enfin en contact. La réaction est quasi instantanée. Et de cette rencontre naît une toute nouvelle molécule, l'allicine. C'est elle, la grande star. C'est elle qui est responsable de l'odeur piquante, du goût puissant et de la plupart des super-pouvoirs de l'ail. Voilà en gros à quoi ressemble cette transformation. L'allicine, qui est stable, est transformée par l'enzyme en allicine, qui elle est très réactive. Le truc, c'est que l'allicine est tellement instable qu'elle ne reste pas longtemps sous cette forme. Elle se décompose presque aussitôt en une cascade d'autres composés. Et c'est tout ce cocktail chimique qui donne à l'ail sa véritable puissance. Ok, maintenant qu'on a la chimie, voyons comment tout ça se traduit en bienfaits concrets pour la santé, des bienfaits qui ont été vérifiés par la recherche moderne. Ce qui est vraiment frappant avec l'ail, c'est sa polyvalence. Ce n'est pas un remède qui ne fait qu'une seule chose. La science a montré qu'il agit sur énormément de fronts. Il aide à protéger le système cardiovasculaire, c'est un antimicrobien redoutable, que ce soit contre les bactéries, les virus ou les champignons. Il a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, et il est même étudié pour son potentiel dans la prévention de certains cancers. C'est un vrai couteau suisse de la santé. Prenons un exemple très visuel. Ce graphique montre l'effet de l'ail sur le taux de sucre dans le sang. La barre du milieu représente des rats diabétiques avec une glycémie très élevée. La barre de droite, ce sont les mêmes rats, mais qui ont reçu de l'ail. Regardez la différence. Leur taux de sucre a chuté de façon spectaculaire, revenant presque à un niveau normal. C'est une illustration assez parlante de son impact.
Et voici une autre preuve, cette fois de son pouvoir antimicrobien. Ce que l'on voit, c'est une boîte de pétri où on a fait pousser un champignon. Les petits disques blancs au milieu sont imbibés d'extrait d'ail. Et ce grand cercle clair tout autour, c'est ce qu'on appelle une zone d'inhibition. C'est l'endroit où l'ail a complètement empêché le champignon de se développer. C'est l'allicine en pleine action. Bon, la science c'est une chose, mais en pratique, au quotidien, comment on fait pour profiter au mieux de tous ces bienfaits? Alors, vaut-il mieux de l'ail frais ou des compléments? Pour un maximum d'allicine, l'ail frais reste le top. La petite astuce, c'est de lâcher ou de l'écraser et d'attendre environ 10 minutes avant de le cuire. Ça laisse le temps à la réaction chimique de se produire. Les compléments, eux, ont l'avantage de fournir une dose précise et standardisée. Mais attention, il y a un détail crucial. Si on choisit une poudre d'ail en gélule, il faut s'assurer qu'elle soit gastro-résistante. Sinon, l'acidité de l'estomac détruit l'enzyme avant qu'elle ne puisse agir. Et sans l'enzyme, pas d'allicine. Bien sûr, un composé aussi actif demande quelques précautions. L'ail est notamment un effet qui fluidifie le sang. C'est pourquoi on recommande d'arrêter de consommer de l'ail à haute dose, surtout en complément, 1 à 2 semaines avant une opération chirurgicale. C'est pour éviter d'augmenter le risque de saignement. Et pour la même raison, il faut être vigilant si on prend déjà des médicaments anticoagulants. Alors, quelle est la bonne dose? D'après l'Organisation mondiale de la santé, 1 à 2 gousses d'ail crues par jour serait la quantité à partir de laquelle on commence à observer de réels bénéfices pour la santé, au-delà du simple assaisonnement. Voilà pour ce tour d'horizon. De la force des gladiateurs à la protection contre les microbes, l'ail est vraiment l'exemple parfait d'un savoir ancestral qui se trouve validé par la science moderne. C'est la preuve qu'une sagesse populaire peut cacher une chimie incroyablement complexe. Et ça laisse songeur. Combien d'autres trésors de ce genre dorment encore tranquillement dans nos placards de cuisine?